Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, moi, je suis Muriel Cato, je suis scientifique de formation. J'ai fait toute ma carrière, une bonne partie de ma carrière dans l'industrie de développement des équipements médicaux. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je me passionne pour le plancton. Et c'est ce qui m'a donné la chance et l'opportunité de rencontrer Pierrot. Et du plancton, sous-entendu, pas l'intégralité du plancton, mais plutôt les microalgues du style chlorella, spiruline, hématococcus, enfin, les microalgues qui sont principalement consommées en complément alimentaire pour la santé. Et depuis tout le temps, tout temps aussi, je me suis passionnée de cœur pour l'apiculture. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis apicultrice amatrice et j'ai le grand plaisir de pouvoir faire de l'élevage d'abeilles et faire un petit peu de récolte de miel. Bon, moi, je me présente Pierre Molot. Donc, j'ai été enseignant-chercheur pendant une grande partie de ma vie et destiné à apporter des connaissances, disons, de la biologie marine et du plancton particulier aux professionnels de la mer, les pêcheurs, les ostréiculteurs, les paludiers dans les marais salants de Guérande. Ça a été 40 ans de ma vie, hein, voilà, d'être en relation forte avec les professionnels de la mer et de bon, c'était ce monde invisible. On connaît les poissons, les coquillages, les crustacés, mais est-ce qu'on sait que derrière tout ça, il y a tout un monde invisible qui fait que les espèces, la biodiversité est possible dans les océans. Aujourd'hui, je suis en retraite et je consacre beaucoup plus mon temps à l'éducation des jeunes. Parce que le plancton soit réservé seulement aux scientifiques ou aux spécialistes, ça me dérange un peu, quoi. Je pense que c'est une affaire citoyenne et les citoyens, il faut les prendre déjà très jeunes et pas attendre d'entendre parler du plancton quand on est à la fac, hein, mais déjà à l'école primaire. Donc aujourd'hui, j'œuvre beaucoup dans les écoles primaires, hein, avec les jeunes pour voilà, leur apporter cette connaissance et l'importance du plancton, quoi, et son enjeu. Quel est le lien entre la terre et la mer, entre le défenseur du plancton et l'apiculteur? Qu'est-ce qui les rapproche? Moi, je pourrais dire que s'il y a de la vie sur Terre, c'est parce qu'il y a 3 milliards et demi d'années, une microalgue est apparue dans les océans. Et cette microalgue s'est diversifiée au fur et à mesure des centaines de millions d'années. Et la vie, les premières plantes pionnières, on les appelle les lichens. Voilà, c'est des plantes qui sont sorties de l'océan pour conquérir les espaces terrestres. Voilà, qu'est-ce que c'est que le lichen? C'est tout simplement une petite microalgue qui s'est associée à un champignon et qu'on voit sur les rochers, mais à l'intérieur des terres, surtout sur les arbres, partout où il y a des supports. Voilà, on va trouver ce lichen. Ça va être les premières traces de vie qui datent de centaines de millions d'années. Et donc aujourd'hui, si c'est la terre, si c'est la mer qui a apporté la vie sur Terre, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est la terre, en fait, qui nourrit les océans, hein, par les cours d'eau, tout simplement, hein, les rivières, les fleuves et l'océan. Donc voilà, donc la vie est née des océans, mais aujourd'hui, si le plancton continue à vivre et à se diversifier dans les océans, c'est grâce aux apports nutritionnels que la terre peut lui fournir. Oui, Pierrot, complètement d'accord avec toi. Si je peux me permettre de rajouter ce qui peut être l'élément qui rapproche avant tout l'apiculteur et le défenseur du plancton, c'est l'environnement, c'est la nature. Tu as commencé à ébaucher le sujet. Tous deux sont essentiellement, avant tout, des protecteurs de l'environnement. Et pourquoi? Parce que tout ça en dépend et qu'ils sont les premiers témoins des changements de cet environnement-là. Et aujourd'hui, on peut s'en inquiéter. Donc, les faire s'exprimer en premier lieu, ça me semble être une bonne idée dans une démarche de recherche de solutions vers un environnement beaucoup mieux maîtrisé et surtout respecté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierrot. Oui, parce que
D'abord, le rôle premier de l'océan et du plancton, c'est de produire de l'oxygène. Donc tout démarre de là. Sans oxygène, la vie serait quand même difficile sur la planète Terre. Et donc tous les gens qui travaillent sur l'océan, qui travaillent au bord de la mer, qui regardent par le petit trou de la lorgnette ce qui se passe dans une goutte d'eau, eh ben, ils peuvent en fait prédire l'avenir. Quand on connaît bien les écosystèmes planctoniques, comment tout ça fonctionne, on peut imaginer ce qui nous attend dans le futur. Alors on espère que ce que l'on voit, c'est un futur fantastique, formidable, hein, parce qu'en 2050, on nous dit qu'on sera 10 milliards sur la planète, donc il va falloir des observateurs du plancton très aguerris pour pouvoir le protéger, quoi. Et souvent, on est un peu seul. Comme tu dis, Muriel, les abeilles, hein, on n'est pas nombreux à les défendre. Hein. Le plancton, c'est pareil, on est quelques spécialistes et scientifiques à s'intéresser à la chose. Et ça, c'est dommage. Pour moi, le plancton, c'est l'affaire des citoyens et de tous, quoi, et pas seulement que des spécialistes. Si je peux rajouter quelque chose aussi, ce qui rapproche l'apiculteur et le défenseur du plancton, c'est le fait qu'on a à défendre des micro-organismes qui sont totalement essentiels pour la vie de l'homme. Tu l'as dit toi-même, le plancton va générer 50% de l'oxygène de notre planète. C'est même lui qui l'a transformé et qui a fait que l'oxygène soit devenu respirable pour les organismes supérieurs dont nous faisons partie. Il est vital pour l'entretien de l'atmosphère de la planète. Presque à 50%, l'autre responsable de la production d'oxygène, ce sont les plantes, les arbres et les plantes. Et les plantes, qui les génèrent, qui favorisent leur régénération, leur reproduction, eh bien, ce sont essentiellement les abeilles. Alors, il n'y a pas que les abeilles, hein, mais les abeilles jouent un rôle majeur dans la reproduction des plantes supérieures, et d'où indirectement la production d'oxygène. Donc, plancton et abeilles sont, grâce à eux, on a de l'oxygène pour respirer, et aussi grâce à eux, on a de la nourriture, puisque le plancton, et tu vas le dire sûrement dans un instant, c'est le tout début de la chaîne alimentaire, et c'est la production des protéines animales pour l'homme. Et l'abeille, c'est grâce à elle qu'on a des fruits et des légumes, et on peut la gratifier de plus de 30% de la pollinisation qui, grâce à cela, nous permet d'avoir des fruits et des légumes. Donc, elle nous apporte aussi nos ressources alimentaires. Du coup, on a vraiment des points communs entre l'apiculteur et le défenseur du plancton. Les abeilles sont-elles les seules responsables de la pollinisation ou y a-t-il d'autres organismes? Quelles sont les principales différences entre les abeilles et les autres pollinisateurs? Et pourquoi sont-ils tous si importants? La pollinisation, c'est l'action de marier ou de permettre la reproduction des végétaux dits supérieurs sur la Terre. Les abeilles grâce aux abeilles, on a à peu près 30% de la pollinisation qui permet la reproduction des plantes. Mais elles ne sont pas toutes seules, puisqu'elles ne sont là qu'à la hauteur de 30%. Il y en a d'autres, des pollinisateurs. Il y a d'autres insectes. L'abeille n'est pas le seul insecte, mais il y a aussi les papillons, les oiseaux, des petits mammifères. On sait bien que les chauves-souris jouent un rôle majeur aussi dans la pollinisation, hein, pour l'obtention des fruits. Le vent aussi, à moindre mesure, joue son rôle dans la pollinisation des fleurs et des végétaux. Donc la pollinisation est importante pour la reproduction des végétaux. L'abeille n'est pas la seule, grâce à qui la reproduction s'opère, mais dans la mesure où elle intervient pour un tiers de ce qui se passe, elle est un élément majeur. Et sans l'abeille, on peut même dire que
sans l'abeille et le plancton, d'ailleurs, c'est aussi ce qui rapproche l'apiculteur du défenseur du plancton. Sans l'abeille et le plancton, il n'y a pas de vie pour l'homme sur Terre. Quelles sont les principales différences entre les abeilles et les autres pollinisateurs? Ah, d'accord. Alors, ils sont tous spécifiés. Ils ont tous des spécificités qui les amènent à choisir telle ou telle espèce pour s'y nourrir. Et c'est à l'occasion de leur action de recherche de nourriture, donc de recherche de nectar et de pollen, qu'ils vont mettre en relation les cellules mâles et les cellules femelles qui vont permettre la reproduction des plantes. Mais chaque pollinisateur a son domaine de spécialité. Et la chance avec l'abeille, c'est qu'elle couvre un grand nombre de plantes et de plantes qui sont responsables de la production de fruits et de légumes. Les abeilles sont aux fleurs et à la biodiversité terrestre, ce que le plancton est au monde aquatique. Quel est donc le rôle du plancton pour notre planète? Eh ben, c'est sa survie. C'est-à-dire que nous, les humains, on pourrait disparaître de la planète, le plancton sera toujours là, puisqu'il est là depuis 3,5 milliards d'années, donc il a su survivre aux extinctions totales, quasiment totales, de 90% qu'il y a eu dans le temps. Donc le plancton arrivera toujours à survivre. C'est les humains, quoi. Mais ce qui est important dans le plancton, c'est sa diversité surtout. Parce que si on revient aux traces premières du phytoplancton, qui sont les cyanobactéries, où la vie serait difficile, quoi. Donc ce qu'on a besoin dans le plancton, surtout dans le phytoplancton, c'est sa grande diversité. Sa grande diversité qui va des cyanobactéries aux chlorophycées, aux diatomées, aux dinoflagellés, même si ce sont des phytoplanctons un peu toxiques qui nous empoisonnent la vie de temps en temps. C'est toute cette diversité qui est essentielle à la vie, à la respiration. J'ai l'habitude de dire que, pour rejoindre ce que tu disais, Muriel, j'ai l'habitude de dire que regarder l'océan, c'est un peu comme rentrer dans une forêt. On rentre dans une forêt et on parle souvent de 3 hectares, 10 hectares. Non, il faut la voir en 3 dimensions, la forêt. Depuis la hauteur des cimes, où on va trouver des insectes, des pollinisateurs, on va trouver dans la canopée, on va trouver tous ces micro-organismes qu'on appelle nous on l'appelle le plancton aérien, tout cela, jusque à l'intérieur des racines et de l'agronomie des sols, quoi. Donc et après il y a tous les animaux qui vont vivre et qui vont se développer dans cet environnement de la forêt. Et ben nous c'est pareil, l'océan, il ne faut pas le voir en surface mais en volume, depuis la surface jusqu'aux abysses, parce que les abysses sont un endroit extraordinaire où s'est accumulé depuis la nuit des temps, quoi, ce qu'on appelle des composts sous-marins, c'est-à-dire la neige marine. Il faut savoir que depuis des centaines de millions d'années, les organismes ont cessé de démarrer de la surface pour s'enfouir dans les océans, mais ce compost, comme il y a dans la forêt, va renourrir par des courants sous-marins qui vont rapporter à la surface des océans les nutriments nécessaires au phytoplancton. Donc, vous voyez, c'est un écosystème. Voilà, le plancton, il a besoin de toute cette grande diversité, du bon fonctionnement des océans. Et à chaque fois qu'il y a des perturbations, ça peut être des courants sous-marins qui changent ou des éruptions volcaniques aussi, parce qu'au fond des océans, on oublie de dire, les éruptions volcaniques ne sont jamais arrêtées. Et donc, voilà, on les connaît peu parce que c'est pas facile d'y accéder. Voilà. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent nos pollinisateurs aujourd'hui et quelle est la part de responsabilité des êtres humains à cet égard? Elles en ont bien des problèmes, nos petites abeilles. D'abord, l'homme qui joue aux apprentis sorciers depuis longtemps et qui essaye d'utiliser un grand nombre de produits chimiques pour améliorer la rentabilité de ses productions agricoles notamment, ou pour essayer de se débarrasser des insectes considérés comme étant parasites, va perturber son environnement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a encore parlé et autorisé malheureusement les néonicotinoïdes, qui sont des produits terribles pour les abeilles, puisqu'en fait, une fois qu'elles vont butiner
sur des plantes qui sont porteuses de ces molécules, elles ne sont plus capables de rentrer à la ruche parce que leur système, c'est un neurotoxique qui va perturber complètement leur boussole. Donc, c'est extrêmement grave pour elles. Du coup, tous les produits phytosanitaires que l'on n'utilise pas toujours très bien en agriculture, mais les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables d'ailleurs, hein. Il faut aussi regarder un petit peu, dépoussiérer notre chemin et puis peut-être notre jardin aussi. On est tous, pour ceux qui avons des petits jardins, souvent utilisateurs de produits qui ne sont pas spécialement bons pour les abeilles et pour les pollinisateurs en général. Donc, il faut être très, très prudent là-dessus. Donc, les abeilles sont victimes du mauvais usage ou du trop gros usage de produits phytosanitaires ou d'engrais, qui sont même ces produits qui vont se retrouver dans les eaux de ruissellement et qui vont retourner à la mer et polluer les océans et toucher le plancton aussi. Parmi les autres fléaux dont souffre l'abeille ces dernières années, et depuis d'ailleurs 1980, c'est donc pas si vieux, c'est vraiment à notre échelle. Mon grand-père n'avait pas ce problème-là. Les abeilles sont victimes d'un parasite qui est un acarien, qui s'appelle le varroa, qui est une petite bête qui vient s'installer sur l'abeille, qui se développe dans le couvain et qui s'installe sur l'abeille et l'affaiblit terriblement. Donc, si l'apiculteur ne prend pas garde de veiller à garder sous contrôle l'infestation en varroa des ruches, elles en meurent, tout simplement. Parce que le varroa, cet acarien, prend le dessus sur les abeilles qui sont tellement affaiblies qu'elles vont attraper toutes les maladies qui vont passer et elles vont disparaître. La principale cause de mortalité des abeilles aujourd'hui, ce ne sont pas les produits phytosanitaires, ce ne sont pas d'autres éléments que cet acarien. Donc, c'est quand même un fléau extrêmement important. Et depuis quelques années, on en voit arriver un autre qui s'appelle le frelon asiatique, qui est arrivé lui aussi, mais on peut dire à cause du comportement de l'homme qui favorise l'augmentation des températures de la planète et qui favorise la migration d'éléments parasites qui arrivent à l'endroit où ils ne devraient pas arriver aussi vite, sans avoir laissé le temps aux abeilles de s'armer pour se défendre contre ces parasites. C'est le frelon asiatique. Le plancton est-il également affecté par nos actions et comment cela affecte-t-il la vie marine? Oui, le plancton peut-être le plancton est perturbé par les activités humaines, qu'elles soient agricoles, urbaines ou industrielles. Voilà, hein, tous les produits que l'on va répandre dans la nature, on va les retrouver par ruissellement dans les rivières, les fleuves et les océans. Alors, tout le monde connaît bien le problème en Bretagne des algues vertes, mais on oublie que derrière les algues vertes, il y a d'autres impacts des produits agricoles ou des productions urbaines. Et les stations d'épuration, par exemple, qui ne fonctionnent pas très bien, apportent une part de phosphore qui encourage la production des algues vertes. Et derrière ça, il y a la face cachée qu'on ne voit pas, bien sûr, c'est ces microalgues qu'on appelle les dinoflagellés, qui résistent très très bien hein, dans l'écosystème. Il y a les diatomées, les dinoflagellés. Les dinoflagellés sont des microalgues qui sont un peu qui sont toxiques, hein, qui posent des gros problèmes dans l'alimentation. D'ailleurs, les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, en règle générale, on leur interdit de vendre des coquillages parce qu'il y a cette microalgue qui se développe de plus en plus. Hein. On en voyait dans les années 80 de temps en temps. Aujourd'hui, c'est régulièrement qu'elles reviennent et qui s'installent durablement. Alors, on a testé dans les laboratoires un petit peu ce qui faisait se développer ces microalgues toxiques. Dans les océans, on s'est aperçu que les pesticides en particulier, ou la chimie quoi, en règle générale, d'ailleurs c'est des produits chimiques qu'on a récupérés dans les jardineries, vous voyez, non pas pour les agriculteurs, mais pour des jardiniers du dimanche. Et donc on a testé et on s'est aperçu que en fait, ça bloquait la division de la grande diversité du phytoplancton qu'on appelle les diatomées. Hein, 70 à 80% du phytoplancton
et cette biodiversité, c'est des diatomées, et c'est heureusement parce que c'est elles qui vont faire toute la diversité du zooplancton, qui assurera toute la diversité des poissons, des coquillages et des crustacés. Donc oui, c'est très fragile. Et quand on touche au phytoplancton, eh ben, on touche au début de la chaîne et on perturbe. C'est comme ça que certaines espèces disparaissent. On dit souvent ah bah tel poisson a disparu ou tel crustacé, c'est à cause de la pêche. Et moi, depuis toujours, j'ai pensé que bon, la pêche pouvait peut-être avoir un impact, hein, mais je pense que la pollution terrestre a beaucoup plus d'impact sur la disparition des espèces parce que quand vous tuez le bébé dans l'œuf, eh ben, vous n'aurez jamais des animaux qui vont se développer, quoi. Donc le rôle important, quoi, c'est ces pollutions. Alors nous en Bretagne, on a le développement touristique qui font qu'on a développé des golfs, par exemple. Les golfs sont des grands parcs, voilà, près des cours d'eau, et vous voyez jamais de mauvaises herbes, hein, voilà. Oui. Et vous voyez donc jamais des charrues, donc on ne charrue pas. Donc voilà, donc il y a bien quelque chose qu'on sème dans les golfs, qu'on va retrouver dans nos cours d'eau. Voilà, donc c'est un peu tout le monde qui est concerné par la qualité des eaux. Si une abeille pouvait parler, que demanderait-elle à l'être humain? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre, respectez la nature, donc respectez-nous. Si le plancton pouvait parler, que demanderait-il à l'être humain? Oh, lui, il dirait, ce serait le krill du cœur qui dirait, comme dit Muriel, laissez-nous vivre, parce que si vous voulez avoir des protéines en 2050 pour nourrir 10 milliards d'habitants, eh ben c'est aujourd'hui qu'il faut protéger. Parce que le plancton d'aujourd'hui, le plancton qu'on voit aujourd'hui, fera les protéines qu'on trouvera dans 10, 20 ou 30 ans. Hein, alors, suivant d'espèces, si c'est des sardines, bon, ben, le plancton d'aujourd'hui, 3 ans après, on trouve les sardines. Mais si on veut des thons, si on veut des espèces autres encore, eh ben, il faudra 10, 15, 20 ou 30 ans, quoi. Donc, protéger le plancton aujourd'hui, c'est prédire et c'est prévenir les protéines de demain qui seront nécessaires à l'humanité, quoi.